Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Du coup, j'avais mis une petite slide pour me présenter, mais ça a déjà été fait. Donc, j'ai fait mon doctorat à l'IRISA dans l'équipe LACODAM avec Christine Largouette, Alexandre Camier et Laurence Rosé. Et j'étais sur l'apprentissage d'automates à partir d'automates temporisés à partir de séries temporelles. Et donc, j'ai défendu en novembre dernier. Et depuis début février, je suis à CISPA en Allemagne, dans l'équipe de Yellowsbrecken, et je travaille cette fois sur la découverte de causalité à partir de données d'observation encore une fois, mais orientée principalement sur les séries temporelles une fois de plus. Donc aujourd'hui, je suis venue vous présenter une partie de mes travaux de thèse qui portaient sur l'apprentissage d'automates temporisés. Donc la problématique qu'on avait, c'est que on souhaitait être en mesure de modéliser le fonctionnement d'un système. Et je dis système pour rester large, puisque mon système, ça peut aussi bien être un système biologique, une ligne de production dans une usine ou un système logiciel. Et donc d'être en mesure de modéliser ce système juste en l'observant, donc en recueillant des données pendant son fonctionnement et ensuite en tirant un modèle de fonctionnement. Donc pourquoi faire? Eh ben, tout d'abord puisque la manière classique de faire, ça va être de demander à un expert qui va utiliser ses connaissances et construire un modèle. Mais déjà, un expert, souvent ça coûte cher, il peut faire des erreurs, ses connaissances peuvent être biaisées, donc c'est pas toujours la bonne idée. Et puis il y a d'autres cas où en fait on n'a pas du tout d'expert. Par exemple dans un contexte de reverse engineering, on a un système qu'on ne connaît pas et qu'on veut analyser, et dans ce cas-là, on n'a pas d'expert. Donc voilà, c'est pour ça que nous, on veut vraiment partir uniquement de données d'exécution et apprendre un modèle de ce fonctionnement. Ensuite, le but d'avoir ce modèle, ça va être d'effectuer des analyses automatiques sur notre système ou encore de vérifier des propriétés pardon, de ce système. Donc, par exemple, s'assurer qu'on n'arrive jamais à un état d'échec pendant les exécutions. Ça va aussi permettre de contrôler ces exécutions. Donc, voilà. Donc afin qu'il soit le plus utile possible, ce modèle, on va vouloir tout d'abord qu'il modèle la... C'est le switch en anglais-français là, excusez-moi. Qu'il ait une vision globale de notre système et non pas juste certains motifs de fonctionnement. On veut vraiment un modèle global de fonctionnement. On veut qu'il soit en mesure de capturer la dynamique temporelle, donc le fait que en fait, il y a aussi le temps, et ce de manière quantitative, qui joue sur l'évolution de notre système. On veut que ce soit à partir d'un formalisme mathématique pour qu'on puisse l'exploiter par derrière de manière automatique. Et en même temps, on veut aussi que notre modèle soit compréhensible par un humain, puisqu'on veut que les utilisateurs finaux soient en mesure de prendre leurs propres décisions à partir de ce modèle. Donc un modèle qui répond à toutes ces problématiques, c'est l'automate temporisé que vous pouvez voir sur l'écran. Donc un automate temporisé, c'est un modèle avec des états qui vont plus ou moins correspondre aux états d'un système. Et il y a des transitions entre ces états qui sont provoquées par la survenue d'événements. Un automate temporisé, ça porte aussi des informations sur le temps, avec des variables que l'on va appeler horloges et qui vont venir mesurer le temps et donc contraindre l'évolution en fonction de ces valeurs d'horloge. Ensuite, donc comme je disais précédemment, ce qu'on va en faire de ce modèle, ça va être du modèle checking, donc vérifier des propriétés. On va pouvoir contrôler les exécutions, générer par exemple des données synthétiques, ou encore détecter des anomalies pendant des nouvelles exécutions du système. Dans cette thèse, on s'est concentré sur une sous-classe d'automates temporisés qui s'appelle le DRTA, donc pour Deterministic Real-Time Automaton. Et dans un DRTA, on a une seule horloge, une seule variable qui va mesurer le temps, et qui est en plus réinitialisée à chaque transition. Donc en fait, on mesure tout simplement le délai entre deux événements, entre deux transitions. Et tout à l'heure, dans mon automate, j'avais parfois marqué clock,
Donc là, puisque j'en ai plus qu'une, je me contente tout simplement d'avoir une intervalle de délai donc qui correspond au temps minimal et maximal de délai depuis le dernier événement. Donc voilà, je vais aussi appeler ça une garde au cours de l'exposé. Ensuite, la deuxième grosse caractéristique du DRTA, c'est qu'il est déterministe, ce qui signifie que si on me donne une séquence d'événements horodatée, eh bien, je vais avoir aucune incertitude sur quel est l'état courant de mon système. Je n'ai qu'un seul chemin dans mon automate pour une séquence et les délais associés. Donc voilà. Et donc pourquoi on a fait ce choix et pourquoi on n'est pas resté sur la grande famille des automates temporisés, c'est que c'est très expressif un automate temporisé, mais le problème c'est qu'en retour, ça fait beaucoup de paramètres à inférer. Et donc du coup, ça va être compliqué d'apprendre des automates temporisés à partir de données uniquement. Donc voilà, on s'est restreint à cette sous-classe. Que j'appellerai par la suite tout de même automate ou automate temporisé. Alors, pour vous illustrer l'intérêt d'utiliser des automates temporisés pour modéliser des systèmes, je prends l'exemple d'une petite lampe qui a deux niveaux d'intensité différents. Elle peut soit être allumée à faible lumière, soit à forte luminosité. Et donc elle est contrôlée par un interrupteur. Donc dans son état initial, la lampe elle est éteinte. Si je veux l'allumer, je vais presser l'interrupteur une première fois, ce qui va la mettre dans un état modéré. Maintenant, si je veux avoir une lampe très lumineuse, alors il va falloir que je represse l'interrupteur une seconde fois, très rapidement, donc en moins de 2 secondes depuis la dernière pression, pour obtenir la lumière plus forte. Sinon, si j'attends plus que ça, je vais tout simplement éteindre ma lampe. Et donc, dans mon automate temporisé, ici, cette contrainte temporelle, elle est encodée par ces gardes sur les transitions. Donc, en termes d'apprentissage d'automates, on a deux principaux settings. Donc, on va avoir l'apprentissage passif et l'apprentissage actif. En apprentissage actif, on a la possibilité d'interagir avec le système ou bien un professeur qui connaît le système. Et donc, on va pouvoir lui poser des questions. Donc, par exemple, on part de rien. Et on va lui dire, est-ce que cette séquence, elle serait acceptée par ce système? Est-ce qu'elle est possible dans ce système, cette séquence d'événements? Le professeur ou le système va nous répondre oui ou non. Et donc, on va pouvoir actualiser nos connaissances par rapport à ça. Et une fois qu'on a recueilli suffisamment de réponses à nos requêtes, alors on va pouvoir demander une nouvelle fois au système ou au professeur si notre modèle il est conforme ou non au système. Si ce n'est pas le cas, il va nous retourner un contre-exemple. Et donc là, on va pouvoir corriger notre modèle. Donc ça, c'est pour l'apprentissage actif. C'est bien, mais ça, c'est que quand on peut interagir avec le système, ce qui n'est pas toujours possible. Donc ensuite, on a le deuxième setting qui est l'apprentissage passif, où cette fois, on n'a pas d'interaction possible, mais on a à la base un ensemble de séquences, et c'est à partir de ces données d'apprentissage qu'on va être en mesure d'apprendre notre automate. Et donc dans ces données d'apprentissage, on va soit avoir des données positives et négatives, donc c'est-à-dire des données qui sont consistantes avec le système, et des données qui ne sont pas consistantes. Donc des exemples positifs et négatifs, soit uniquement des données positives, donc qui correspondent en effet à des séquences qui pourraient arriver dans notre système. Et là, les deux approches principales, ça va être soit de partir d'un automate qu'on initialise, et à partir de cet automate initialisé qui colle vraiment aux données, on va venir faire des opérations de fusion d'état de l'automate. Soit on a aussi des algorithmes génétiques qui vont, par évolution, aller à un automate qui correspond de mieux en mieux à l'ensemble d'apprentissage.
Donc nous, ce qu'on a choisi, c'est la stratégie passive, puisque c'est ce qui nous semble demander le moins d'hypothèses sur notre système initial. Alors, quels sont les challenges? Donc, je rappelle qu'on part de séquences d'événements uniquement qui correspondraient à des choses qui peuvent se passer dans le système, et on veut obtenir notre automate qui représente le fonctionnement de ce système. Eh ben, le plus gros challenge, ça va être qu'on n'a pas d'exemple négatif dans ce contexte pour contrôler notre niveau de généralisation. Donc si en fait j'ai par exemple 3 événements A, B et C, et que j'ai donc observé mon système, j'ai récupéré des séquences, et ben en fait à partir de ces séquences, il y a plein d'automates qui vont pouvoir correspondre à ça, d'un automate le plus général possible, où en fait on a juste un état et une auto-transition avec les 3 événements possibles, donc on n'y gagne clairement aucune information, à l'automate qui colle le plus aux données, et là du coup on n'a pas fait d'effort d'apprentissage, puisque en fait on a tout simplement représenté notre ensemble d'apprentissage sous forme d'un automate en forme d'arbre. Donc voilà, il y a vraiment ce challenge de trouver le bon degré de généralisation qui se trouve entre ces deux-là. Le second gros challenge, ça va être l'identification des contraintes temporelles qui sont vraiment importantes pour l'évolution du système, puisque en utilisant un automate temporisé, ce qui nous intéresse, c'est bien d'identifier ces contraintes temporelles qui sont déterminantes pour l'évolution de notre système. Sinon, on peut juste utiliser un automate classique. Et enfin, le dernier challenge, ça va être la robusté au bruit qu'il peut y avoir dans les données d'apprentissage. En sachant que ce dernier challenge, c'est un challenge qu'on n'a pas abordé dans ma thèse, donc on est parti du principe qu'on avait des données qui étaient propres sans bruit. Donc je vais vous présenter l'algorithme qu'on a proposé pour apprendre un automate temporisé à partir de séquences d'événements positifs, et donc qui s'appelle TAG. Je rappelle la problématique. On a un système où on sait que le temps, il est vraiment primordial pour l'évolution. Donc on aimerait apprendre un automate temporisé qui va non seulement être cohérent avec nos données d'apprentissage, mais surtout, et de manière beaucoup plus importante, qui va venir décrire le comportement de notre système initial. Et donc notre algorithme, il va prendre en entrée ces séquences positives, un paramètre de généralisation K, peu importe, qui va donc nous sortir cet automate. Cet algorithme, il a 3 étapes que je vais vous présenter. Donc, la première étape, c'est l'initialisation d'un automate. Ensuite, on va venir après faire une phase de généralisation et enfin une phase de raffinement temporel. Mais je vais vous présenter ça. Donc, on va commencer par la première. Oui, donc la première étape, c'est l'initialisation d'un automate. Donc, au démarrage de l'initialisation, on a uniquement un état initial, donc ici S0, depuis lequel, en fait, qui va correspondre à l'état initial de notre système. Donc c'est depuis cet état que toute séquence va commencer, toute exécution de notre système. On commence par regarder la première séquence, dont le premier événement est presse, et après les 2 points, c'est le délai avec lequel il est observé. Donc on observe d'abord l'événement presse avec un délai de 8, on va dire, secondes si vous voulez. Et on va transformer l'automate pour qu'il puisse accepter ce nouvel événement. Donc on crée une nouvelle transition qui va être étiquetée du nom de l'événement qui doit survenir pour que cette transition soit prise. Une garde qui pour l'instant correspond uniquement au seul délai observé. On a aussi ajouté une horloge qui mesure le temps écoulé depuis le début d'une séquence. Je pourrais clarifier ça juste après. Et une probabilité que la transition soit prise en partant de son état source. Donc maintenant, l'état courant de notre automate, ça va être S1, et on peut regarder le deuxième événement. Cette fois, on observe release avec un délai de 15. Donc on construit de nouveau une nouvelle transition avec le délai observé. Là, vous voyez que cette horloge globale, du coup, ça correspond à la somme tout simplement des 2 délais.
probabilité toujours de 1, puisqu'il n'y a qu'une seule transition, donc de toute manière, il n'y a pas le choix. Donc on va faire ça pour toute la première séquence. Et on a la séquence qui est tout simplement incluse dans l'automate. Maintenant, on arrive à la deuxième séquence, donc on repart de l'état initial. On avait déjà observé précédemment le même événement avec le même délai, donc on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour que ce premier événement soit accepté. On change juste l'état courant pour observer le deuxième. On a release avec un délai de 14, donc cette fois, on doit étendre notre garde pour pouvoir inclure ce nouveau délai observé. Voilà. On avance un petit peu. Et si maintenant j'arrive à un endroit dans la séquence où je suis dans mon état courant, ici S7, et que le nouvel événement observé, eh bien, il correspond pas à ce qu'on avait observé précédemment. Dans ce cas-là, on va créer un embranchement dans notre automate, ici, pour pouvoir accepter cette nouvelle séquence. Et là, vous voyez que maintenant, la probabilité, vu qu'on a une séquence qui passait par là et une séquence qui passait par là, mais on est à 50-50. Donc on va faire ça sur tout notre ensemble de séquences. Et on va obtenir cet automate en forme d'arbre avec, enfin globalement c'est une représentation sous forme d'automate de notre ensemble de séquences d'entrée. Donc c'est bien, c'est cohérent avec les données d'apprentissage, mais c'est pas du tout une bonne représentation de notre système initial. Donc en fait, il va falloir qu'on aille plus loin et on va passer à l'étape 2, qui va être l'étape de réduction de la taille de l'automate et surtout de généralisation du modèle. Pour généraliser notre modèle, on a décidé de considérer qu'un état de notre automate et de notre système, il est caractérisé par l'ensemble des séquences à court terme d'événements qui peuvent se produire à partir de lui. Donc je vais expliquer ça mieux. On appelle cette notion le cas futur de l'état. Et le cas futur de l'état S0, ici, avec k égale 2, et bien en fait ça va être les séquences de longueur 2 d'événements qui peuvent arriver quand on est dans cet état courant. Donc pour S0, ça va être, il peut avoir press suivi de release, ou alors press suivi de start hold. Donc son cas future, ça va être tout simplement press release, press start hold. Maintenant, si un état de mon automate est caractérisé par ce cas futur, ça veut dire que si j'ai deux états dans mon automate qui ont le même cas futur, c'est que j'ai une redondance, que ça devrait correspondre à qu'un seul état. Donc pour cette raison, on va venir fusionner tous les états qui ont ce même cas futur. Ici, alors je précise juste que on a un peu avancé, puisque tout à l'heure c'était uniquement des branches, et là vous voyez maintenant un cycle notamment. C'est parce qu'on a avancé un petit peu dans le processus. Donc ici, j'ai deux états qui ont le même cas futur, faites-moi confiance. Du coup, je vais venir les merger, les fusionner, et pour ce faire, je vais accumuler leurs transitions entrantes et sortantes sur un seul des deux, et supprimer l'autre. Le seul problème, c'est que nous, on a dit qu'on voulait apprendre un DRTA, et un DRTA, c'est déterministe. Donc du coup, quand on est déterministe, on ne veut pas avoir deux transitions sortant d'un état qui ont le même événement, et des gardes qui sont pas séparés. Puisque sinon, si maintenant je suis dans l'état courant S0 et que j'ai presse qui arrive avec un délai de 5, eh bien je ne sais pas si je dois aller vers S1 ou S9. Donc ça ne nous va pas. C'est pour ça qu'on va faire un processus de déterminisation après chaque fusion d'état par cas futur, où en fait on va venir faire toutes les fusions d'état et de transition nécessaires pour revenir à un automate déterministe. Donc en fait, on va commencer par vouloir que ces deux transitions, ce n'en soit plus qu'une. Donc on va même fusionner leurs états de destination. On va avoir le même problème puisque c'est encore une fois les mêmes transitions sortantes pour ces états. On va faire toutes ces fusions jusqu'à retourner à notre automate déterministe. Et là, on peut repasser à la fusion de nouveaux états ayant le même cas futur.
Donc cette opération, c'est celle qui va nous permettre de factoriser notre automate sur ces cas futurs et qui va induire en fait des cycles dans l'automate, puisque avant nous étions uniquement sur des branches, maintenant on a des cycles. La dernière opération, ça va être le raffinement temporel. Donc ici, on arrive au moment où on a fini toutes les fusions d'états. Et vous voyez qu'on a cette fois un automate qui est complètement compact, avec des cycles. Ça n'a plus rien à voir avec notre automate initialisé. Alors, c'est bien, mais maintenant, on veut identifier les endroits où, en fait, c'est vraiment le temps qui détermine ce qui va se passer par la suite. Pour ce faire, on va venir regarder si on a des transitions qui pourraient être splittées par rapport au temps. Ici, ma transition verte, elle est splittable. Donc en fait, selon la valeur à laquelle elle va être, le délai avec lequel elle va être traversée, on va savoir directement si on va avoir ensuite l'événement press ou touch. Donc dans cet ensemble d'apprentissage, toutes les fois où cette transition a été traversée, c'est en vert. Et si on garde uniquement les fois où c'était suivi de cette transition avec l'événement press, on peut observer que release, il était toujours associé à un délai entre 0 et 4. Alors que quand la transition suivante c'était touch, et bien cette fois release, il avait un délai entre 6 et 15. Et donc en fait, on sait déjà, lorsque release se produit, si on va avoir ensuite un press ou un touch. Ce qui fait qu'on peut déjà, on n'est pas obligé d'attendre la survenue de l'événement suivant, on peut déjà distinguer les chemins dans l'automate pour avoir l'information beaucoup plus tôt. Donc là, voilà, Tag, il va chercher toutes ces transitions où on a ce déterminisme temporel qui arrive pour avoir un automate toujours compact, mais raffiné au niveau du temps, et toujours déterministe. Donc maintenant que je vous ai présenté les trois opérations principales, je vais vous montrer le déroulement de l'algorithme du début à la fin, en version ralentie bien sûr. Donc il part de ces séquences d'entrée, et la vidéo va vous montrer la construction de l'automate. Donc là on commence par l'initialisation, avec un automate qui a une branche par séquence, plus ou moins. L'automate va être consistant avec tout l'input, mais c'est pas une bonne représentation du système, donc du coup, ce qu'on va faire ensuite, c'est venir le généraliser. On a choisi de faire une factorisation sur les cas futurs pour contrecarrer le fait qu'on n'avait pas de contre-exemple pour guider notre généralisation. Là, il fait tous les fusions d'état qui sont redondants dans notre automate. Et là, on arrive à la fin. On va venir chercher les endroits où on a du déterminisme temporel. On peut par la suite potentiellement effectuer encore quelques merges. Et on arrive à notre automate final qui, comme l'automate initial, accepte toutes les données d'entrée, mais qui en plus est une meilleure représentation du système. Enfin, on l'espère du moins. Donc voilà, je veux juste vous montrer rapidement les résultats qu'on a eus en se comparant à d'autres algorithmes de l'état de l'art. Donc en fait, on est parti de données synthétiques, on a généré des automates qui correspondaient à des systèmes fictifs, et le but c'était de donc, générer des automates. Ensuite, à partir de ces automates, générer des séquences. Prendre une partie des séquences positives pour apprendre des automates avec différents algorithmes, en espérant retrouver le même automate que l'automate qui avait servi à la génération des séquences. Et pour l'évaluation, on a pris le reste des séquences positives et des séquences négatives pour évaluer les automates appris. Et donc, dans la boîte du milieu, vous voyez la précision, donc c'est-à-dire la probabilité qu'une séquence qui est reconnue par notre automate appris, elle devait vraiment être reconnue.
On a une bien meilleure précision que les autres algorithmes de l'état de l'art, sans pour autant perdre en rappel. Donc le rappel, cette fois, c'est à quel point on accepte bien les séquences qui effectivement faisaient partie du langage. Donc en fait, on a un bien meilleur compromis entre précision et rappel, ce qui nous confirme qu'on a réussi à obtenir un meilleur compromis entre généralisation et surapprentissage. Voilà, très simplement, comment on peut détecter des anomalies avec un automate. Donc là, c'est l'automate qu'on a appris dans la partie précédente. Et donc, on va venir observer notre système. On a des nouvelles observations qui arrivent. Et grâce à notre automate, on va pouvoir faire de la détection d'anomalies de manière... Enfin, on va pouvoir qualifier ça même d'explicable, puisqu'en fait, on va pouvoir donner une explication lorsqu'une anomalie se produit. Donc ça a un intérêt. Donc en fait, on va en permanence conserver en mémoire, lorsqu'on va observer notre système, voilà, l'état courant dans notre automate et le temps qui s'est écoulé entre deux transitions. Donc imaginons que tout d'un coup on observe l'événement presse, donc c'est le début de notre exécution, donc on part de notre état initial. On a bien une transition étiquetée par l'événement presse avec donc un délai qui est accepté par cette garde. Maintenant, on observe l'événement start hold depuis le nouvel état courant. On a de nouveau une transition et un délai qui est accepté par cet intervalle. Si maintenant on observe release, ben c'est bien, c'est ce qu'on s'attendait à observer dans cet état courant. Par contre, on l'attendait beaucoup plus tôt. Donc là, on peut dire qu'on a eu un problème, peut-être un retard qui s'est passé dans notre système, puisque le délai ne correspondait pas. Donc ça va être un type d'anomalie qu'on peut qualifier d'anomalie temporelle. On peut aussi avoir des anomalies qui sont plus contextuelles. Par exemple, si toujours dans cet état courant, j'avais observé l'événement touch, et ben, compte tenu des observations qu'on a eues, donc du chemin que l'on a parcouru dans l'automate et qui nous a amené dans cet état, c'est pas normal d'observer cet événement. Donc on peut dire que par rapport à ce qui s'est passé précédemment, on a eu une anomalie. Et on peut même peut-être aller plus loin et chercher à quel moment on aurait dû prendre une autre transition pour que cet état soit normal. Donc là, on a un truc qui est assez intéressant sur les automates où on peut aller jusqu'à chercher peut-être la cause de l'anomalie. Le dernier type d'anomalie, ce serait tout simplement d'observer un événement qui n'est pas normal dans ce système, bien sûr. Donc là, on va dire une anomalie liée à l'événement. Donc voilà, c'est assez pratique. Et nous, ce qu'on a proposé au cours de ma thèse, c'était de venir détecter des anomalies avec des automates, mais cette fois en partant de séries temporelles. Donc là, on avait un challenge supplémentaire, puisque en fait, on ne pouvait pas directement prendre nos séries temporelles pour apprendre des automates. On avait besoin de combler cet écart entre ma série temporelle, donc par exemple la consommation électrique au cours du temps, et le fait qu'il faille mettre des événements sur mon automate. Donc du coup, on devait passer par une étape de discrétisation de ma série temporelle, c'est-à-dire venir identifier des événements dans ces données continues, et ensuite ces événements pouvaient servir à étiqueter les transitions de mon automate avec toujours mon algorithme TAG. Donc on a fait un travail sur la discrétisation que je ne vais pas du tout évoquer, mais en fait, le truc ici, c'est que la manière de discrétiser notre série temporelle, ça va avoir un énorme impact sur l'automate que l'on va apprendre. Si par exemple, je finalement décide de scinder mon espace de valeur que peut prendre ma série temporelle en deux, ben, typiquement, je vais plus du tout avoir la même forme de l'automate, puisque je vais avoir des séquences totalement différentes. Et donc, en fait, selon la manière dont je vais discrétiser ma série temporelle, je vais perdre de l'information différemment, peut-être de l'information qui n'était pas intéressante, peut-être de l'information qui était intéressante. Et donc, au lieu de prendre le risque de choisir une méthode de discrétisation qui n'est pas adaptée et qui donc va me donner un automate pas du tout informatif et qui va faire que je ne vais détecter aucune anomalie, on a décidé de faire plein de discrétisations différentes. Donc, au lieu d'obtenir une séquence d'événements pour mon automate, je vais en obtenir plein de versions. Et ensuite, au lieu d'apprendre un seul automate, je vais apprendre un ensemble d'automates.
Et donc, on peut considérer que ces différents automates, ils vont représenter le comportement de mon système, mais sous différentes perspectives ou à différentes échelles. Donc, du coup, j'ai plein de visions de mon automate, de mon système, à partir de cette série temporelle. Et je vais pouvoir faire ma détection d'anomalies avec cette fois un score qui plus ou moins va correspondre à la proportion d'automates ayant trouvé une anomalie. Et en théorie, s'il y a un automate qui n'a pas détecté que ce point-là n'était pas normal, puisque ça collait pas avec la manière dont on avait discrétisé, les autres seront en mesure de dire eh ben là, il y avait un problème. Donc voilà ce qu'on a proposé pour faire de la détection d'anomalies dans les séries temporelles à partir d'automates temporisés. Et en fait, les résultats sont pas mauvais. Donc on a testé notamment sur ces deux jeux de données. Là, par exemple, vous avez je vais surtout montrer la comparaison avec d'autres méthodes. Donc en fait, cette méthode, ça nous permettait d'obtenir des bons résultats. Là, par exemple, on a un F1 score de 0,72. On détecte correctement 83% des anomalies. Et 3 fois sur 4, on avait raison de lever une alarme. Et donc du coup, en plus de ça, on est en mesure d'expliquer grâce à nos automates pourquoi on a levé une alarme. Et je voulais juste ajouter un petit truc rapidement. Est-ce que vous avez entendu parler du Point Adjust Method? Non. Alors je vais juste rapidement en parler, puisque ça me semble important. En fait, c'est une pratique qui a été une mauvaise pratique qui a été beaucoup faite, je vais dire, entre 2020 et 2022. Il y a toujours des papiers qui sortent et qui sont acceptés malgré cette mauvaise pratique. C'est pour ça que je voudrais le partager. Donc en fait, ça a commencé dans un papier qui a été sur la détection d'anomalies en série temporelle, qui a été publié dans un très bon journal, mais qui ne correspondait pas à la bonne communauté. Et donc du coup, c'est passé. Ils partent de leur modèle qui prédit quelque chose. Donc du coup, le prédit, ça va être au milieu. Donc là, il a rien détecté. Là, il a détecté quelque chose et tout ça. Et ici, en haut, vous avez ce qu'on aurait dû détecter. Donc on aurait dû détecter tout ça en anormal, tout ça en anormal. Maintenant, voilà ce qui a été détecté. Alors, le Point Adjust Method, c'est une méthode d'évaluation qui consiste à dire, eh bien, si j'ai détecté un seul point de la zone où j'aurais dû avoir une anomalie, alors je considère que toute ma période d'anomalie a été correctement détectée, puisque en fait, j'aurais envoyé un opérateur, qu'aura été vérifié et tout va bien se passer. Donc ça veut dire aussi que si jamais je détecte uniquement le dernier point complètement par hasard d'une période d'anomalie, je vais dire que tout ça, ça a été bien détecté. Donc c'est absolument pas correct, puisqu'en fait on n'a pas pu détecter quelque chose dans le passé. Et en fait, là où c'est encore pire, c'est que ça a commencé dans un papier et ça a été repris par plein d'autres papiers, puisque ça permettait d'avoir tout d'un coup des résultats incroyables. Alors que la méthode était... En fait, si vous prenez tout simplement quelque chose qui vous fait en random, là il y a une anomalie, là il n'y en a pas, et ben ça va vous sortir des résultats parfois meilleurs que leur méthode, que leurs modèles qui sont entraînés soi-disant. Donc voilà, ça s'appelle le Point Adjust Method, et j'en parle parce que parfois c'est même plus expliqué ce qu'ils font, ils disent juste qu'ils font le Point Adjust Method, et ça fait passer des papiers assez... Voilà. Donc voilà, ce qui nous permet d'avoir avec nos automates temporisés des meilleurs résultats quand on n'applique pas cette méthode, bien entendu, que Anomaly Transformer, donc un modèle de deep learning à la mode, qui en fait n'arriverait pas du tout à détecter quoi que ce soit sans leur méthode. Voilà. Donc on peut faire des choses avec des automates, c'est intéressant. Voilà, je vais conclure. Les automates, c'est un formalisme qui est intéressant puisqu'en fait, il y a quand même pas mal d'outils qui ont été développés autour de ce formalisme. Donc, on peut faire pas mal de choses. Et puis en plus, c'est quelque chose qui est interprétable, donc même pour partager avec des utilisateurs, ça peut toujours être utile. Pour l'apprentissage d'automates, on a deux cas, l'actif ou le passif, où on va soit être en mesure d'interagir avec le système, soit on va partir de séquences d'apprentissage.
la plupart des méthodes, du moins en passive learning, c'est systématique, on restreint le formalisme, on est obligé de faire des choix parce qu'on ne peut pas tout apprendre, sinon il y aurait trop de possibilités. Et donc les challenges principaux, c'est comment on contrôle notre niveau de généralisation, comment on identifie correctement les contraintes temporelles et comment on gagne en robustesse au bruit. Voilà.